Ce qui émerge aujourd'hui, c'est de parler de présence à soi, estime de soi, entrer en amitié avec soi-même. Parce que c'est quand même la base de la vie. Et que récemment, j'ai vécu une expérience qui favorise la présence à soi. Dans mon parcours de vie, j'ai réalisé l'année où j'ai vécu ma reconnexion spirituelle, reconnexion profonde avec qui je suis et avec mes capacités subtiles dont je parle dans l'épisode précédent. Et ben, en même temps que tout ça, j'ai réalisé à quel point j'étais coupée de moi-même, à quel point j'étais constamment en train de masquer qui j'étais et je savais pas vraiment qui j'étais en fait, du coup. Je faisais preuve de beaucoup de compassion et d'empathie pour les autres. Et en même temps, pour moi-même, c'était tout l'inverse, en fait. C'était très violent, il y avait beaucoup de jugement intérieur, d'exigence, de pression. On peut dire que j'étais ma pire ennemie, en fait. Et ça a marché pendant un temps pour survivre, en me suradaptant. Et au bout d'un moment, ça marche plus. Parce que pour traverser la vie, je suis ma première alliée. J'ai besoin de devenir ma première alliée. Et j'ai envie de témoigner aussi de mon expérience de retraite de méditation. Donc la méditation Vipassana. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas, de suivre un cours Vipassana, donc ça dure 10 jours. Et il y a 9 jours où on est en silence, où on peut parler que aux personnes qui gèrent le centre si on a besoin de quoi que ce soit. Et on est vraiment dans notre bulle avec nous-mêmes, on n'a aucune distraction, pas d'internet, pas de téléphone, pas de livre, pas de quoi écrire, rien. C'est du pur dénuement, c'est fait exprès pour rentrer en présence avec soi et c'est la base de la méthode. Alors on apprend plusieurs méthodes de centrage sur la respiration, sur les sensations corporelles, des méthodes de scan corporel en fait. Pour moi ça a été très fort, très intense. C'est normal parce que c'est quand même assez extrême de vivre ce genre d'expérience au vu de la société dans laquelle je vis, de mon quotidien. Je le savais déjà que la solitude et l'absence de stimulation extérieure, ça me faisait du bien. Mais là, c'était la toute première fois de ma vie que je vivais ça pendant 9 jours. Et c'était incroyable. Les 3 premiers jours, à chaque fois que je me promenais dans la nature, je me surprenais à sourire toute seule. Tellement je me sentais légère. J'avais l'impression qu'on m'avait enlevé 500 kilos de charge mentale en fait. De me dire là, j'ai plus à être disponible pour personne, j'ai pas à répondre à qui que ce soit, à recevoir des informations de partout, à être sollicitée. C'était les vacances quoi. Et même en étant en vacances comme ça, je captais quand même énormément d'informations de l'extérieur. Quand on était dans le hall de méditation pour les méditations collectives, j'entendais le moindre bruit, la moindre respiration. Je pouvais dire ce qui se passait chez mes voisines d'à côté, tout en faisant mon scan corporel. Et il se passait beaucoup de choses en moi, en fait. J'ai déjà tellement à faire avec mon monde intérieur que ça fait du bien d'être isolée du monde extérieur pour pouvoir traiter tout ce qui se passe en moi et tout ce que j'ai engrangé. Voilà, du coup, tout en scannant mon corps, je pouvais dire ce qui se passait à côté. J'avais 3 musiques en même temps dans la tête et je chantais les paroles en même temps. J'avais 37 onglets ouverts, plein de pensées dans tous les sens. Je faisais des plans, j'avais des émotions. Enfin bref, c'était le cocktail, quoi. Je savais que j'avais un TDAH, mais là, je l'ai mesuré encore plus, en fait. En vivant ça, je me disais, ah ouais, il y a vraiment absolument aucun repos dans ce cerveau. C'est tout le temps en hyperactivité. Donc, je faisais l'exercice de revenir à chaque fois que je me rendais compte, en fait, que je partais. Et c'est ça le principe de la méditation, en fait, c'est faire des allers-retours. C'est pas d'être parfaite et d'être tout le temps dans l'instant présent et la béatitude totale. Non, c'est vraiment d'être en présence à soi, en fait, en présence avec ce qui est. Et d'observer, d'accueillir. Moi, j'utilise beaucoup le mot accueillir par habitude, parce que dans les approches que je fais déjà, notamment l'écoute empathique de la CNV et la maïeusthésie, c'est comme Vipassana en fait. En tout cas, pour moi, Vipassana, c'est l'étape 0.1
de la manière dont je m'accompagne et dont j'accompagne les autres. C'est vraiment la présence à ce qui est, accueillir ce qui est. Ce qu'on appelle l'équanimité dans la tradition vipassana, c'est être équanime, c'est être avec ce qui est sans avidité et sans aversion. Donc sans avoir envie que ce soit là et le retenir, et sans aversion, rejet, repousser. Ce qui n'est pas évident, parce que, je sais pas vous, mais moi j'avais jamais appris ça. Ça a commencé en 2016, quand j'ai plongé dans la CNV, dans l'auto-empathie, l'écoute empathique. J'ai découvert un monde en fait. J'ai découvert une qualité d'écoute et de présence que j'avais jamais reçue et que j'avais jamais appris à m'offrir, et que je pense que j'avais un peu appris à la donner, en tout cas dans ma manière de percevoir les choses, mais ça pouvait aller beaucoup plus loin que ça en fait. Qu'est-ce qui aide à garder mon cœur ouvert et le cœur de l'autre ouvert en fait? Et toutes nos habitudes de communication habituelles, elles sont violentes. C'est la communication normale qui est violente. On appelle la CNV la communication non violente, mais pour moi c'est la communication originelle, naturelle. C'est ce qu'on a tous en nous à la naissance. On est naturellement très très connectés à nos ressentis corporels, nos émotions, nos besoins. On sait les exprimer et on a naturellement la graine de l'empathie en fait. Donc voilà, c'était vraiment de la pure présence à moi. Donc c'était très intense et il y a eu beaucoup de moments inconfortables, et en même temps c'était vraiment très recentrant et ressourçant sensoriellement et très bénéfique. En plus, j'avais mes lunes. J'aime bien dire lune plutôt que règle parce que je trouve ça plus doux et je trouve que ça correspond plus à ce que c'est. Donc déjà, les lunes, c'est un nettoyage en soi. C'est une expérience, hein. Et ça fait ressortir beaucoup de choses qu'on n'a pas eu le temps de traiter le reste du temps dans nos vies hyper mouvementées. Moi, j'aime bien l'appeler l'hiver intérieur, en fait. C'est vraiment le parallèle avec les saisons. L'énergie est basse, l'énergie est sous la terre. Il y a besoin de beaucoup de repos et d'accueil et juste de présence et de ralentissement. Et en plus, c'était pendant le printemps. L'énergie du printemps, c'est l'énergie du foie, de la colère. C'est la montée du yang, donc la sève qui remonte dans les arbres, dans les plantes, et du coup la colère qui peut remonter aussi. Et moi, ça a été full power, hein, la montée de la colère. Là. Il y avait vraiment, vraiment, vraiment besoin que ça remonte, que ce soit vu, que ce soit accueilli. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de scènes de ma vie perso qui sont revenues. Je voyais tout, encore plus que d'habitude, hein, parce que je suis très visuelle. Là, c'était de la 3D, quoi. Je voyais tous les détails, les visages, je me voyais à tous les âges, comme si toutes les petites Joanne, elles étaient vraiment en face de moi et que je voyais tous les détails de leur visage. Et voilà, je rentrerai pas dans les détails, mais il y avait vraiment besoin de beaucoup, beaucoup d'accueil et de guérison pour plein de choses que j'ai vécues. Et aussi, j'ai vécu cette colère et ce nettoyage à un niveau transgénérationnel et transpersonnel, en fait. J'ai vraiment senti la présence de la colère féministe, la colère de plein de femmes par rapport aux violences qu'elles ont subies, sexistes, sexuelles, les violences ordinaires, invisibles du quotidien, qui sont vues par très peu de gens. Alors de plus en plus maintenant. Toutes les oppressions plus ou moins visibles ou invisibles qui sont en lien avec le genre, avec le patriarcat, avec le système de domination établi. Et voilà, ça faisait que sortir. Et j'ai cultivé juste la présence, l'équanimité avec tout ça. Et il y a aussi dans Vipassana la conscience de ce qu'on appelle anicca, qui veut dire l'impermanence. Donc la conscience de l'impermanence, que toutes les sensations vont et viennent constamment et que ça passe, ça dure pas. Et ça permet de cultiver l'équanimité en fait et la présence. J'ai fait de mon mieux pour être avec tout ça. Et arrive le jour 7, là je commence à en avoir marre. Je commence à avoir envie de rentrer chez moi, de retrouver mon quotidien, mes repères, les gens que j'aime, mon confort. Déjà ça m'épate d'avoir tenu 7 jours. C'est dire à quel point j'avais soif
Mon être avait soif de se retrouver dans l'absence d'interaction totale et dans le silence, dans ma bulle. S'il y a vraiment une chose que je retiens, c'est l'envie de faire ça beaucoup plus régulièrement. Ça m'a donné envie de mettre beaucoup plus de temps de silence où je coupe toutes les communications avec l'extérieur dans mon quotidien. Installer de la régularité là-dedans, je sens que c'est vital et que c'est un soutien énorme en fait. Pour aller bien et du coup pour être bien avec les autres et dans mes relations et aussi mieux accompagner les gens que j'accompagne. C'est constamment lié en fait. Ça rappelle aussi le côté équilibre, accueil de moi-même, accueil de l'autre. Chose que j'ai commencé à apprendre uniquement en 2016. Avant, j'étais extrêmement dans un complexe d'infériorité, une espèce de soumission. Il fallait d'abord que j'écoute l'autre, que j'ai de la compassion et de l'empathie pour l'autre. Et puis moi, ça passait en dernier. Ça m'a aidé à survivre, beaucoup. Et comme je disais au début, au bout d'un moment, ça marche plus en fait. Moi, je l'ai bien vu avec la nuit noire de l'âme et la dépression immense que j'ai vécue. C'était un appel à l'aide en fait de mon être profond. C'était à la mesure de à quel point j'étais coupée de moi. Et du coup, la dépression, elle permet que tout ce qui sert de béquille d'habitude ne marche plus. Il n'y a plus d'énergie. Enfin, en fait, c'est la dépression, la dépressurisation. Et pouf, je tombe au fond. Ça me met face à l'essentiel. C'est pas forcément agréable, bien sûr, on est d'accord. Mais chaque événement, chaque sensation, chaque émotion a une pertinence, a une utilité. Elle est au service de l'être. Elle est au service de la reconnexion, de la réhabilitation dans la psyché, de parts de soi qui n'étaient pas vues, qui étaient en exil, qui étaient coupées, et qui sont vitales en fait pour que l'être fonctionne et aussi, même au-delà de juste simplement fonctionner, être épanoui. Et se déployer dans le monde et apporter ce qu'on a envie d'apporter et retrouver la boussole de la joie en fait. Si on est bien accompagné là-dedans, c'est sûr que c'est encore mieux, parce que souvent on se retrouve un peu seul face à ça et on est assez démunis. Donc c'est là que c'est important de faire appel à des personnes qui peuvent vraiment nous comprendre, nous soutenir, nous accompagner. Je peux que vous encourager à ça. Moi c'est ce que je fais, je me fais suivre régulièrement et c'est important. Et aussi, j'ai développé beaucoup d'autonomie, en fait, en apprenant des pratiques qui permettent de développer la présence à moi et du coup, de développer cette hygiène émotionnelle régulière qui permet d'être mieux dans ma vie et de survivre dans ce monde, tout simplement. D'autant plus quand on est neuroatypique. Je vous renvoie à l'épisode sur comment je vis ma neuroatypie, le syndrome de la mauvaise planète. C'est important, du coup, de s'autoriser à recevoir du soutien, à en demander. Donc arrive le jour 7. Vous voyez, j'ouvre plein d'onglets. Arrive le jour 7 où je commence à en avoir marre et le soir, je vis quelque chose de complètement imprévu. Je vis une expérience d'unité. C'était pendant un discours de Goenka, la personne qui transmet cette approche. On écoute des enregistrements de lui plusieurs fois dans la journée pour apprendre. En fait, c'est des méditations guidées. Et tous les soirs, il y a 1 heure de discours de Goenka. C'est un peu comme un podcast. Et moi, les 6 premiers soirs, j'en pouvais plus, vraiment. Je m'ennuyais à mourir. En fait, je n'apprenais rien, vraiment. Voire, il y avait des choses qui disaient qui me choquaient, en fait. Je trouvais que c'était plein de jugements et d'injonctions. Et du coup, ça fermait mon cœur. Ça l'aidait pas à rester ouvert, en fait, d'entendre les choses comme ça. Donc, je traduisais. Vu que je suis formée à la CNV, c'est un super outil de traduction qui aide à ne pas rester au niveau de ce qui est dit, mais plutôt à entendre ce qui est vécu et les besoins derrière, les sens qu'il y a derrière. Ça m'aidait beaucoup. Et puis, c'était un travail aussi pour moi d'auto-accueil très intéressant. Et puis, le jour 7, ça commence à m'intéresser. Il parle de la foi versus la foi aveugle, la confiance aveugle. Et ça me parle beaucoup parce que c'est vraiment ma manière de vivre la foi. Et puis, un moment, bim, vraiment, je sens... c'est dur de mettre des mots dessus, mais je sens comme
une présence qui descend en fait en moi, dans mon corps. Ça commence par la tête. Une énergie, une présence. Je me sens dans un état d'amour pur, où tout mon corps est très vibrant et où j'ai vraiment énormément d'amour pour tout ce qui est en fait, y compris moi et y compris ce qui se passe en moi et pour tous les êtres. Et je me sens plus du tout atteinte. Il y a une vastitude en moi en fait. Ça veut pas dire que je ressens plus rien et que je suis complètement coupée de mes émotions ou de tout le monde, mais au contraire, il y a tellement de présence que je suis en présence avec tout. Et en même temps, il y a plus trop de limites, quoi, de qu'est-ce qui est moi, qu'est-ce qui est l'autre. Tous les trucs habituels, en fait, de rumination, de comparaison, de jugement vers soi, vers l'autre, tout ça. D'inquiétude, de stress, de sensation d'être en danger. Enfin, vraiment, il n'y a plus rien de tout ça. C'est extrêmement agréable. Et en même temps, c'est même au-delà de ça, quoi. C'est juste, c'est. Point. Il n'y a même pas de c'est agréable, c'est désagréable. Juste, c'est. Et c'est très très fort de vivre ça. Et après coup, je me suis dit, heureusement que je l'avais déjà vécu 3 fois dans ma vie, ce genre d'expérience d'unité. Ça m'a donné des repères et ça m'a aidé à l'accueillir, parce que ça peut faire peur. Hein. J'ai eu un peu peur au début parce que j'étais dans une salle pleine de monde et je sentais vraiment un rayonnement et une chaleur émaner de moi. J'avais l'impression d'être une torche humaine, un soleil. Et je me suis dit, mais là, je vais gêner les autres, ils vont se retourner. Enfin, il y a eu un peu cette peur-là, quoi, de qu'est-ce que ça va faire aux autres, qu'est-ce qu'ils vont penser au début. Et j'ai entendu « laisse-moi venir ». Et en plus, vu que j'étais dans ma bulle comme tout le monde et que je pouvais pas parler, c'était le bon moment en fait. Comme quoi rien n'arrive par hasard, parce que par rapport aux autres expériences d'unité que j'ai vécues avant, j'avais pas le choix que de l'accueillir pour moi, en moi pleinement, et de recevoir tout ça, et de m'autoriser à être ça. Et je me sens vraiment dans cet état toute la soirée, et je me disais, Anicca, on verra combien de temps ça dure. Je sais que ça bouge, ça passe, comme les vagues. Et puis le lendemain matin, je me suis retrouvée un peu plus en lien avec mon petit moi, si je peux l'appeler comme ça, Joanne, avec toutes ces pensées qui reviennent. Et j'étais là, ah ouais, ok, là je suis plus revenue, quoi. Et en même temps, je sens que c'est toujours là dans le fond, en fait. J'ai cette image du cœur de la Terre qui est toujours là, et puis il y a différents strates au-dessus, jusqu'à la croûte terrestre. Et voilà, la croûte terrestre, c'est ce qu'on voit. Et en même temps, il y a toujours le cœur qui est chaud, qui est rayonnant, qui est lumineux, qui est toujours là en dessous, en fait. Et je sais, je sens qu'il est là en moi et qu'il est là en tous les êtres. Absolument tous les êtres. Et c'est intéressant de se rappeler ça, pour la vie de tous les jours. Parce qu'il y a plein de moments où je l'oublie. Hein. Et puis, le lendemain, je vis vraiment un rejaillissement de peur. Il y a eu tout le chapitre colère, et puis après, il y a eu beaucoup de peur et d'inquiétude. Donc ça a été l'occasion d'accueillir des parts de moi qui se sentaient très seules depuis longtemps. C'était très intéressant. Et puis c'était marrant parce que le soir, dans son discours, Goenka, il parle d'expérience d'unité. Alors je sais plus le mot en pali qu'il utilise, mais ça décrit exactement ce que j'ai vécu. Et il dit que ça peut arriver pendant des cours à force de méditer, d'être en présence avec soi comme ça. Et que il peut y avoir après de sensations désagréables qui rejaillissent. Et qu'on peut le prendre comme une rechute, comme une régression. Mais c'est pas du tout le cas en fait. Au contraire, ça montre qu'il y a eu présence, il y a eu rencontre, il y a eu accueil, et du coup, ça permet de faire ressortir, lui, ce qu'il appelle toutes les impuretés, les sankharas, qui étaient vraiment enfouis loin dans la psyché et qui ressortent parce que y a la présence qui peut les accueillir, en fait. Ça fait que ça se nettoie, en fait, au lieu de rester engrammé comme ça l'était depuis des années. Donc, encore une fois, le discours m'a fait du bien aussi cette fois-là. Comme quoi, c'est vraiment une question de besoin, comme tout dans la vie, en fait. Les discours, quand je les vivais mal et que je ressentais des émotions désagréables comme l'ennui, l'agacement, c'est parce que c'était mes besoins d'apprentissage
d'inspiration et de cohérence qui n'étaient pas rejoints en fait, qui ne pouvaient pas se vivre pleinement. Et du coup, ça me faisait ces émotions désagréables qui sont des messagères de mes besoins. Je parle du besoin de cohérence aussi parce que il prônait beaucoup de choses très belles et en même temps, la manière qu'il avait de les amener, elle me permettait pas de les sentir. Il y avait un décalage entre ce qui était prôné et ce qui était dit et ce qui était fait en fait. Le jour 10, on recommençait à parler pour faire une transition douce, pour revenir dans le monde. Et il y a une personne qui me disait qu'elle avait super bien vécu les discours parce que c'était le seul moment où elle pouvait se reposer, où elle avait rien à faire et juste à suivre. Comme quoi, là, elle, c'était son besoin de repos qui était présent et qui était nourri, donc elle avait des sensations et des émotions agréables. Et la vie, c'est que ça tout le temps, en fait. C'est qu'une question de nos besoins qui s'expriment, besoins qui sont des énergies de vie qui sont en nous. Le terme besoin, on peut l'entendre un peu comme si c'était un manque, un creux, et en fait, c'est pas le cas. J'aime bien utiliser cette image du soleil, c'est un soleil qui est là en nous. Les besoins, ils vont s'exprimer en rayonnant. Quand ils sont rejoints, le rayon, il peut aller aussi loin qu'il veut. Et quand il n'est pas rejoint, c'est comme si le rayon, il était bloqué par quelque chose. Mais il est là, en fait, derrière. Je parle beaucoup de CNV aussi, hein. Ça m'habite beaucoup forcément, donc ça m'a vraiment tellement aidée dans ma vie. Arrive le jour 10 de la reprise des échanges et je suis hyper heureuse parce que j'ai été pleinement rechargée et que j'ai eu du temps pour moi, donc je me sens hyper disponible pour les autres comme rarement j'ai senti à ce niveau-là dans ma vie, quoi. Du coup, je parle avec plusieurs personnes. Je leur offre de l'écoute empathique, du soutien. Et je sentais au fur et à mesure que je parlais aux gens, mon corps qui vibrait, qui tremblait. Et j'avais chaud et je transpirais. Et puis d'un coup, j'ai fait un meltdown en fait. J'avais la sensation d'avoir été remplie. J'ai vraiment cette image de comme un grand récipient qui aurait été rempli de boue et qui a besoin de vider toute la boue qu'il y a à l'intérieur. Et du coup, j'ai passé toute ma soirée dans la chambre. J'ai pas pu aller à la méditation collective. J'ai juste pleuré pour décharger l'intensité. Et j'ai mis mes boules caisses et je me suis allongée dans le noir pendant des heures, quoi. Et je pouvais que être en présence avec moi, hein, encore une fois. Donc j'ai vraiment passé mon temps à faire ça. Et puis j'ai super mal dormi la nuit parce que toute la nuit, j'avais encore des choses qui émergeaient là, de jugement envers moi, mais vraiment, Joanne, t'es handicapée, t'es un poids pour la société, peut-être que demain tu seras pas capable de faire le ménage collectif, vu dans l'état de surcharge et d'épuisement dans lequel t'es. C'était dur, quoi, d'avoir tous ces jugements, je me sentais encore plus effondrée, j'avais aucune estime de moi, quoi, vraiment, j'étais une carpette. Et du coup, j'accueille tout ça, quoi, je pratique la méditation, le centrage sur la respiration, sur les sensations. Et je vais plus loin aussi avec l'auto-empathie, la maïeusthésie. Voilà, parce que de toute façon, je les vois, mes parts, donc je peux pas les ignorer. Il y a plus que des sensations pour moi. Je vois vraiment les êtres. Je vois des images, en plus des sensations. Je sens des émotions. J'entends ce qui a envie de se dire, d'être entendu. Donc, je suis présente à tout ça. Voilà, encore un nettoyage de plus, encore des sankaras de plus qui sortent. Et le lendemain matin, je suis beaucoup mieux, vraiment beaucoup mieux. Le ménage me fait un effet recentrage et régulation impressionnant. Après, j'étais beaucoup plus en énergie. Donc comme quoi, encore une fois, anicca, tout passe, l'impermanence. Et voilà, et je pensais que ça allait être vraiment plus dur du coup, les transports, le car, le métro, le train pour revenir chez moi. Et en fait, j'étais tellement habitée de présence et d'amour et je me sentais tellement rechargée que je pouvais traverser ça sans problème, quoi. Ça rappelle à quel point la présence à soi et s'occuper de ses besoins, ça fait un bien fou, quoi. Et après, ça permet d'être beaucoup mieux dans le monde. J'ai noté aussi que l'équanimité, ça me fait penser à ce qu'on appelle la réjouissance en maïeusthésie. C'est cette posture de
je sais que c'est là, pour une bonne raison, je sais que c'est pertinent. Confiance, réjouissance en fait. Et ça veut pas dire être attaché et s'accrocher, ou repousser, rejeter. C'est ce juste milieu en fait. C'est vraiment la clé qui va faire que ça va aller en fait. Et qu'il y a de la libération, du nettoyage, de la guérison qui se fait. Sans confiance, sans réjouissance, sans présence, il se passe pas grand-chose. J'ai remarqué aussi que mon sommeil était beaucoup plus profond pendant cette expérience et depuis. Et aussi, mes rêves sont moins impactants. Moi, je fais des rêves vraiment hyper intenses. C'est des aventures pas possibles. Souvent, je parle à des gens, j'accompagne des gens, je soigne des gens. Il y a aussi beaucoup de guérisons qui se passent pour moi-même. Enfin, il se passe 1 million de choses la nuit. Et souvent, ça me fatigue, ça m'impacte. Et là, je sens que le matin, je suis beaucoup moins impactée en fait. Je suis beaucoup plus fraîche et reposée. Parce que je continue aussi à faire mes pratiques régulières. C'est ce qu'ils encouragent en sortant du cours. Et je sens aussi que globalement, en plus des rêves, je suis moins impactée par tout le reste dans la vie quotidienne quand je suis éveillée en fait. J'ai beaucoup plus d'espace en moi, du coup, je suis moins impactée. Ça veut pas dire que j'ai plus d'émotions du tout, et que je suis coupée comme ça et que je suis un espèce d'être impassible. Non, pas du tout. Au contraire, je suis toujours pleine de vie et d'intensité et de pensée dans tous les sens. Juste, j'ai beaucoup plus d'espace en moi, donc au lieu d'être emportée et chahutée par les vagues, je vois les vagues et je suis l'espace qui les contient. Et ça change tout, vraiment. En vous disant ça, je me dis mais qu'est-ce que j'aimerais que tout ça se soit appris le plus tôt possible en fait dans la vie. C'est vraiment la base. Comment fonctionner en tant qu'être humain ? Comment relationner avec soi et avec l'autre ? Comment développer l'assertivité ? À la fois être authentique, être honnête, être en lien avec ce qui se passe vraiment en soi, et à la fois être dans l'ouverture à l'autre et la compassion pour l'autre. J'aime beaucoup cette phrase de Thomas d'Assembourg, un formateur en CNV, qui dit « Si ta compassion est uniquement vers les autres et ne t'inclut pas toi-même, alors elle est incomplète. » Je crois que c'est ça, je l'ai peut-être un peu remixé, mais vraiment, dans l'essence, c'est ça. La rencontre avec soi-même, tel qu'on est, en étant pleinement accueilli, c'est la base d'une vie épanouie et de relations saines. Et en plus, ça renforce l'estime de soi. Parce qu'on se dit, j'existe en fait. Ce que je ressens, qui je suis, c'est important. C'est là, c'est reconnu. Ça fait remonter la jauge d'estime de soi en fait. Qui est souvent très basse, d'autant plus chez les personnes neuroatypiques, et encore plus quand on n'a pas été reconnu jeune. Double effet qui se coule, double masking. Cultiver l'estime de soi, ça commence par cultiver la présence à soi, à ce qui est, en toute équanimité, et à recevoir du soutien pour ça. Je peux vous donner des exemples de ce qui marche pour moi au niveau du corps, du qigong, la méditation aussi pour la présence au corps, le yoga, et aussi recevoir des soins énergétiques, ostéo, réflexologie plantaire, ça marche très très bien pour moi, médecine chinoise. Et au niveau de ce qui est esprit, cœur, émotion, là ce qui est royal pour moi, c'est recevoir de l'empathie par quelqu'un qui est formé à l'écoute empathique. Me faire de l'auto-empathie aussi. La myosthésie, ça c'est royal pour moi. L'IFS aussi, Internal Family System. Pour moi, les trois sont hyper complémentaires. C'est l'écoute des parts de soi, la conscience que en nous, il y a comme des membres d'une même équipe qui ont jamais appris à travailler ensemble. Et c'est ça qui crée les conflits intérieurs. Les médiations qu'on peut faire à l'extérieur entre deux parties qui sont en conflit, on peut les faire en soi pour retrouver de la fluidité, de l'unité et de l'élan. Ça, c'est ce qui marche pour moi et
Je peux que vous encourager à trouver ce qui marche pour vous et à aller vers ça et à mettre de ça régulièrement dans votre quotidien. Et ce que j'aime bien avec ces approches, c'est qu'elles permettent de développer de l'autonomie. Pour moi, c'est hyper important. J'aime aussi beaucoup pouvoir me saisir de ces outils et les utiliser moi-même dans mon quotidien, avec moi. Ça donne tellement de conscience et d'empouvoirment et d'estime de soi aussi. Et c'est ça aussi que m'a permis la présence à moi à travers toutes ces approches dont je vous parle. C'est de sortir de l'indépendance versus la codépendance. La codépendance, c'est j'ai besoin de toi pour vivre, il faut que tu sois bien, je vais tout faire pour que tu sois bien, sinon je suis quelqu'un de mauvais. Et vraiment quelque chose de très fusionnel, possessif, dépendant. Et l'indépendance, c'est l'autre extrême, c'est mais moi j'ai besoin de rien ni personne, je demande aucune aide, les autres c'est un danger, je peux compter que sur moi, je garde tout pour moi. Et développer la présence à moi, ça m'a permis de revenir à la conscience de l'interdépendance, l'équilibre entre moi et les autres. Il y a moi, il y a les autres, et les deux sont tout aussi importants. Mes ressentis, mes besoins sont tout aussi importants que ceux de l'autre. Et ça passe par d'abord regarder ce qui se passe en moi si je veux cultiver la relation avec l'autre en fait. Je me sens très joyeuse là de vous avoir partagé tout ça parce que ça me soutient tellement dans mon quotidien et ça fait hyper sens pour moi de le partager pour que ça puisse soutenir autrui, inspirer autrui et redonner espoir, redonner confiance, empuissancer. J'adore ce mot. C'est le bon usage de la puissance en fait. C'est pas dans la domination ou dans la soumission, c'est juste revenir au centre et faire bon usage de son pouvoir, de ses capacités, pour le bien de tous les êtres, y compris soi-même. Je vous encourage de tout mon cœur à continuer sur ce chemin de présence à vous-même, parce que j'imagine que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous y êtes ou que ça vous intéresse. Merci pour tous vos efforts, merci pour votre chemin, merci pour votre conscience. Continuez comme ça, vraiment. C'est ça qui transforme le monde. Je vous envoie plein d'amour et merci pour l'écoute. À bientôt.